Les images que vous voyez en ce moment à l'écran ont été enregistrées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre, entre Sao Paulo et Roatuba, au Brésil. Et pourtant, elles ont quelque chose en commun, ces images. Quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite. Dans la première, une femme fait du sport, concentrée, appliquée, dans un espace du quotidien où rien ne semble sortir de l'ordinaire, une scène presque répétitive, familière, le genre de moment qu'on oublie aussitôt qu'il est passé. Dans la seconde, une autre femme marche seule, en pleine journée, sur une route calme. Elle avance simplement, sans se presser, comme dans n'importe quelle fin de journée ordinaire. Deux histoires différentes, deux vies qui ne se sont jamais croisées, mais un même point de départ, ces images de vidéosurveillance, banales en apparence, qui avec le recul vont prendre un tout autre sens, parce que parfois, ce sont justement les moments les plus ordinaires qui précèdent l'irréparable. On pourrait finalement dire que cette histoire commence dans cette salle de sport d'un immeuble résidentiel de Sao Paulo au Brésil. On y distingue cette jeune femme donc en tenue de sport, concentrée, appliquée presque dans sa bulle, en train d'enchaîner ses exercices comme n'importe qui pourrait le faire en début de journée. Sauf que si ces images ont aujourd'hui été diffusées dans les médias, si elles ont été analysées, décortiquées, commentées, ce n'est pas pour ce qu'elles montrent à première vue, mais pour ce qu'elle cache en réalité. Parce qu'à quelques mètres d'elle, il y a un homme qui ne fait pas vraiment de sport, lui. Un homme qui ne semble pas là pour s'entraîner, mais plutôt pour observer, surveiller, rester dans son champ, comme s'il ne voulait jamais la perdre de vue. Et sur le moment, personne ne s'en rend compte, personne ne peut imaginer que ces images, banales encore une fois en apparence, vont devenir l'un des derniers témoignages de la vie de cette femme, parce que quelques heures plus tard, elle sera retrouvée morte dans son propre appartement avec une balle dans la tête. Et pendant plusieurs jours, tout le monde va croire qu'elle a mis fin à ses jours. Alors que vous allez le voir, tout, absolument tout, va dans un autre sens. L'affaire Gisèle Alves Santana. Gisèle Alves Santana a 32 ans et quand on regarde son parcours, on comprend rapidement qu'elle n'a rien obtenu facilement, qu'elle a dû se battre, travailler tôt, avancer étape par étape pour construire quelque chose de stable. Elle grandit dans un environnement modeste, elle commence à travailler très jeune, notamment comme caissière, pour aider financièrement sa famille, mais aussi pour gagner en indépendance. Et très vite, elle se fixe un objectif, intégrer la police militaire, un métier exigeant, un métier dur, mais qui représente pour elle une forme de réussite. Et elle y arrive. Elle intègre les rangs, elle s'accroche, elle progresse jusqu'à obtenir un poste au sein de l'Assemblée législative de Sao Paulo. Ce qui n'est pas anodin, parce que ça signifie qu'elle a su faire ses preuves. Mais au-delà de sa carrière, Gisèle, c'est aussi une mère très impliquée, une mère aimante, présente, qui veut offrir une vie meilleure à sa fille de 7 ans, qui est au centre de tout. Et quand on parle avec ses proches, ce qui revient régulièrement, c'est cette image d'une femme souriante, volontaire, qui garde le cap, même quand c'est difficile. Bref, quelqu'un qui a construit sa vie et qui ne donne pas l'image d'une personne fragile ou prête à tout abandonner. Et ça, c'est un point clé pour comprendre la suite. Quand elle rencontre Geraldo Leite Rosaneto, tout semble cohérent, presque logique. Il est lui aussi dans la police, plus expérimenté, plus âgé, avec une certaine stabilité. La relation démarre, ils se rapprochent et très rapidement, ils s'engagent, sérieusement. 1 an plus tard, ils se marient. Et au début, rien ne semble anormal. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que tout ne bascule pas d'un coup. Il n'y a pas de rupture brutale, au contraire. Ce sont des choses progressives, presque invisibles au départ, des règles, des remarques, des attentes, et puis petit à petit un contrôle. Un contrôle qui s'installe sur des détails, mais qui, mis bout à bout, deviennent étouffants. Il lui dit comment s'habiller, ce qu'elle peut porter ou non. Il surveille son maquillage, ses sorties, ses interactions.
Il exige des photos. Il veut savoir où elle est, avec qui, à quel moment. Et surtout, il s'impose comme une figure dominante. Il parle de mâle alpha, de femme soumise. Et ça, ce n'est pas juste une manière de parler, c'est vraiment une manière de penser. Ce qui rend cette affaire encore plus forte, c'est que Gisèle ne subit pas passivement, elle comprend, elle réalise et elle commence à vouloir partir. Et ça, dans ce type de relation, c'est souvent le moment le plus dangereux. Parce que c'est le moment où l'emprise est remise en question, où le contrôle échappe. Quelques jours avant sa mort, elle appelle ses parents, elle est en pleurs. Elle leur dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle veut partir, qu'elle veut qu'on vienne la chercher rapidement. Et dans ses messages, elle est claire, elle veut divorcer, elle veut mettre fin à la relation, elle refuse d'accepter la situation. Et face à ça, la réponse de Géraldo est glaçante. Jamais. Ce genre de rumeurs circule. Si j'avais su que tu allais me traiter de cette façon après le mariage, je n'aurais pas voulu me marier. Je te traite comme tout homme alpha traite sa femme, avec amour, affection, attention et autorité. Un homme alpha est un fournisseur et la femme bêta est obéissante et soumise, comme toute femme mariée devrait être. Je pense que tu te trompes. Honnêtement, j'ai arrêté d'essayer de discuter avec toi parce que tu racontes n'importe quoi. Je te rappelle ce que doit faire une femme mariée en public. Ne pas saluer d'autres hommes avec un bisou sur le visage ou des câlins, ne pas porter de vêtements trop moulants. Si tu penses que me marier implique ça, c'est que je n'ai pas confiance en toi ni en moi parce que je ne peux pas penser comme ça. Sinon, ça voudrait dire trahison, manque de loyauté. Une femme engagée a une photo d'elle avec son petit ami, fiancé ou mari. Pour les autres hommes, voir cette photo ensemble les décourage d'essayer. Une femme seule, sans engagement, affichée, attire d'autres hommes. Le mariage, c'est un travail d'équipe. Les deux doivent contribuer. Moi, je contribue financièrement, je suis le fournisseur, toi, tu contribues avec l'affection, l'attention, l'amour et le sexe. Si tu veux avoir la liberté de voir qui tu veux, alors tu dois rester célibataire. Tant que tu es marié avec moi et que tu vis dans ma maison, sous mon autorité, les choses seront comme je le décide. Tant que tu es marié avec moi, je n'accepte pas que tu fréquentes d'autres hommes ou que tu discutes avec eux. Une femme mariée et engagée est la mienne et ça inclut de respecter mes règles. Si tu veux ta liberté, tu restes célibataire. Tant que tu vis avec moi et que tu habites chez moi, je paye toutes les charges, loyer, charges de copropriété, eau, électricité, gaz, courses, etc. Donc ce sont mes règles, à ma façon. Quand on revient aux images de la salle de sport, elles prennent une autre dimension. Parce qu'on ne voit plus une simple séance, on voit une femme qui est déjà dans une relation sous tension et un homme qui ne la lâche pas. Qui est présent, qui observe, qui contrôle. Et ça, même dans un moment aussi banal que faire du sport, ce qui est frappant, c'est cette proximité constante, cette présence presque pesante, comme si elle ne pouvait jamais vraiment être seule. Et quand on sait qu'elle voulait partir, qu'elle avait exprimé ce besoin, ces images deviennent encore plus lourdes. Le 18 février 2026 au matin, les secours sont appelés au domicile de Gisèle et quand ils arrivent sur place, ils font une découverte glaçante. Gisèle est allongée dans le salon, une balle dans la tête, une arme à feu posée dans sa main et immédiatement l'hypothèse qu'elle ait mis fin à ses jours est évoquée. C'est presque logique en apparence. Il y a une arme, une blessure par balle, pas de témoin direct, mais très vite, certains détails dérangent parce que la scène telle qu'elle est ne représente pas vraiment une scène de suicide. Elle est figée. Trop figé. Déjà, il y a cette arme placée dans sa main, mais pas comme on s'y attendrait. Son doigt n'est pas positionné sur la détente. La prise est étrange, presque artificielle, comme si elle avait été replacée après coup. Et ça, pour les premiers intervenants, les premiers enquêteurs, c'est pas anodin. Ensuite, il y a le corps. Les secours remarquent des marques sur le visage, sur le cou, des traces qui ne correspondent pas à une simple chute ou à un geste isolé.
mais qui évoque plutôt une contrainte, une pression, comme si quelqu'un l'avait maintenue. Et puis il y a un autre élément qui va prendre de plus en plus d'importance au fil de l'enquête. C'est le temps, parce que la flaque de sang au sol est déjà partiellement coagulée, ce qui signifie que le tir ne vient pas de se produire, qu'il s'est passé un certain laps de temps entre le moment du coup de feu et l'arrivée des secours. Et ça ne colle pas avec un appel immédiat. Parce que selon la version donnée par le mari, il était présent. Il raconte ce qui s'est passé. Il discutait. Et à un moment donné, dans la discussion, il a évoqué une séparation. C'est lui qui a parlé de séparation, c'est ce qu'il raconte. Ensuite, il va prendre une douche. Et quelques minutes plus tard, il entend un coup de feu qui retentit. Il y a une voisine qui l'entend aussi. Mais ce qui pose problème, c'est pas seulement le coup de feu. C'est tout ce qui va entourer ce moment. Parce qu'en fait, il ne va pas réagir immédiatement. Il va attendre. Il ne va pas se précipiter. Il ne cherche pas non plus à intervenir. Il ne tente pas de la sauver. Et il met du temps, beaucoup de temps, avant d'appeler les secours. Pendant ce laps de temps, qu'est-ce qui se passe vraiment ? C'est toute la question. Et justement, c'est là que les enquêteurs vont concentrer une grande partie de leur attention, de leur enquête. Il y a un détail qui va revenir plusieurs fois dans les témoignages. C'est qu'au moment où les secours arrivent sur place, le mari est sec, alors qu'il affirme sortir de la douche. Et ça, c'est typiquement le genre de détail qui, pris tout seul, peut sembler anodin, mais qui, mis avec le reste, devient troublant. La famille de Gisèle refuse cette version selon laquelle elle aurait mis fin à ses jours. Ils ne reconnaissent pas leur fille dans ce scénario. Ils savent qu'elle voulait partir, elle les a appelés. Elle parlait de séparation, elle cherchait une solution, elle avait une fille, et surtout ils savent qu'elle avait ce projet de vie de refaire sa vie justement. Elle ne donnait aucun signe d'un passage à l'acte. Alors ils insistent, ils demandent, ils poussent, et c'est finalement leur insistance qui va faire basculer l'enquête, parce qu'une première autopsie est réalisée. Et cette autopsie met déjà en évidence certains éléments. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Alors écoutez bien, la décision est prise d'aller encore plus loin. On exhume le corps. On exhume le corps pour réaliser une seconde analyse, plus poussée, plus précise, et c'est là que tout va changer. Parce que cette deuxième autopsie va confirmer ce que certains soupçonnaient déjà, des lésions, des traces de pression, des marques compatibles avec une lutte, avec une tentative de défense, et surtout une trajectoire de balle qui ne correspond pas à un suicide, mais à un tir exercé par une autre personne. À partir de ce moment-là, il n'y a plus vraiment de doute, on n'est plus dans une hypothèse, on n'est plus dans un doute raisonnable, on est dans une requalification officielle, l'affaire devient un féminicide, et tout ce qui, jusque-là, semblait flou, commence à s'organiser, à prendre du sens. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début, la scène, les témoignages, les données et surtout les téléphones. Ils retrouvent des échanges, des messages supprimés, des conversations qui montrent une relation sous tension, une femme qui voulait partir, effectivement. Un homme qui refusait, qui imposait, qui contrôlait. Et même après la mort, il y a eu des manipulations, des accès au téléphone, des suppressions de données, comme si, en fait, on cherchait à effacer, à réécrire peut-être l'histoire. Petit à petit, les enquêteurs comprennent ce que vous avez déjà compris. Selon eux, voici ce qui s'est passé le matin du 18 février. La discussion a dégénéré. Gisèle affirme à son mari sa volonté de partir, de mettre fin à la relation. Et à ce moment-là, effectivement, la situation bascule. Elle est attaquée par derrière, maintenue, empêchée de se défendre. Et le tir est porté à bout portant. Puis la scène est modifiée. L'arme est placée, le corps est repositionné et le temps est utilisé pour faire croire à toute autre chose. Le 17 mars 2026, un mandat est délivré, Geraldo Leite Rosa Neto est arrêté, placé en détention, accusé de féminicide et de fraude processuelle, parce que ce n'est pas seulement le meurtre qui est reproché, c'est tout ce qui a été fait pour dissimuler ce meurtre. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice, le procès doit encore se tenir, on n'a pas encore de date, mais une chose est déjà certaine, c'est que la version qu'elle ait mis fin à ses jours a été définitivement écartée et que les éléments accumulés pointent tous dans la même direction, celle du mari. L'affaire Vanessa Lara de Oliveira Silva. Je vous emmène maintenant dans les rues d'une petite ville du sud-est du Brésil pour suivre pas à pas
le destin brisé de Vanessa Lara de Oliveira Silva. L'histoire se passe au bord de la rivière Paraopeba, au cœur de Roatuba, dans l'état du Minas Gerais. Le lundi 9 février 2026, il est environ 14h, le soleil brille, une jeune femme de 23 ans franchit les portes du Système national d'emploi, qu'on appelle le CINE, où elle effectue un stage dans les ressources humaines. Elle n'est pas qu'une stagiaire, Vanessa, elle est en 7e année de psychologie à l'université FAPAM, et elle rêve d'ouvrir un cabinet pour aider ceux qui souffrent. Elle a grandi à Pará de Minas, à une trentaine de kilomètres, et se lève chaque matin à l'aube pour aller travailler. Son entourage la décrit comme douce, joyeuse, généreuse et pleine de projets. Elle est née en 2002 précisément, à Pará de Minas, donc une ville de taille moyenne, connue pour sa forte cohésion communautaire. Elle grandit dans une fratrie soudée, son frère s'appelle Mateus. Leur mère, Iracy Castro Aparecida de Oliveira, est une femme de foi, une femme qui veille à ce que ses enfants aient accès aux études. Vanessa a toujours été studieuse, rêveuse. Elle veut devenir psychologue, assez vite finalement, pour rendre le monde plus sain, ce sont ses mots. Selon ses professeurs, elle est appliquée, passionnée par la compréhension des autres et très attachée à ses patients en devenir. Ses amis témoignent qu'elle s'enthousiasme facilement pour des projets et qu'elle possède un rire communicatif. Elle était en train de se réaliser et de grandir, c'est ce que raconte son ami Gabriel Oliveira. Elle a le goût de l'indépendance et pour financer ses études, elle décroche donc ce stage au CINE de Roatuba, où elle aide des demandeurs d'emploi à rédiger leur CV et leurs lettres de motivation. Le jour du drame, elle a déjà traversé la ville 2 fois. Elle a quitté sa maison à 5h du matin pour être à l'heure au travail, comme elle le fait chaque lundi et chaque jeudi. C'est vrai qu'à ce moment-là, la vie de Vanessa est exigeante. Prendre le bus jusqu'à Roatuba, assurer son stage dans l'administration publique, revenir à temps pour suivre ses cours à l'université et consacrer ses soirées à la lecture et à l'écriture. Malgré ce rythme, ses proches soulignent qu'elle ne se plaint jamais, elle apprécie discuter et écouter les autres, elle mène une existence simple. Mais cette existence, simple et intense quand même, va basculer lors d'une après-midi ordinaire. Nous sommes donc le lundi 9 février 2026. Vanessa termine sa journée de stage à Roatuba, donc vers 14h. Juste avant de partir, elle échange quelques messages avec sa famille. C'est le dernier contact qu'ils auront. Elle part seule pour rejoindre un arrêt de bus situé rue Santa Cruz afin de rentrer à Pará de Minas. Les caméras de surveillance de la ville enregistrent son cheminement. Elle est vue en train de traverser d'abord des rues fréquentées, puis s'engager dans des zones plus calmes et arborées. Elle porte ce jour-là un jean et un t-shirt clair, elle a un sac à dos. Ce sont les dernières images que l'on a d'elle. Lorsque Vanessa ne répond plus aux messages, aux appels, sa famille s'inquiète assez rapidement. À 14h, elle a envoyé un message, je vous l'ai dit, en disant qu'elle quittait son travail. Dès la fin de la journée, ses proches remarquent qu'elle n'est pas rentrée à Pará de Minas. Ils alertent la police, ils publient des appels à témoins sur les réseaux sociaux. La communauté se mobilise, partage des photos, des descriptions de Vanessa. Il y a 2 habitants de Roatuba sensibilisés par ces messages qui décident de reconstituer son trajet grâce aux enregistrements des caméras notamment. Il y a un drone aussi qui est utilisé. Et c'est grâce aux images que l'enquête va rebondir et glacer le sang. Parce que, et on n'avait pas fait attention à ça, sur l'une des vidéos, il y a un homme qui apparaît à distance, derrière Vanessa. Il semble l'observer, avant de la suivre. Ces images sont cruciales parce qu'elles fournissent les derniers instants connus de Vanessa en vie. Sur la première séquence, on la voit donc quitter son lieu de stage. Un petit peu plus loin, les caméras municipales l'enregistrent en train de marcher donc sur la rue Santa Cruz. Et dans une autre séquence, on retrouve cet homme qui semble plus âgé, à quelques mètres d'elle. Cet homme est identifié. Il s'appelle Italo Jefferson da Silva, il a 43 ans. Sur les images, il est barbu. Ce qu'on ne sait pas,
c'est que c'est un criminel en semi-liberté que nous aborderons en détail un petit peu plus tard. En tout cas, ce que les images nous montrent, c'est qu'il accélère le pas et disparaît derrière une parcelle de végétation en même temps que Vanessa. À partir de là, les caméras ne couvrent plus la zone et l'histoire se poursuit hors des enregistrements. En suivant les images, les enquêteurs déterminent que Vanessa a quitté la zone urbaine et s'est dirigée vers une partie boisée, donc près de la MG 262. C'est là qu'on va découvrir, tout d'abord, un jean couvert de boue, puis dissimulé sous des branches et des herbes, le corps nu de Vanessa, avec des signes évidents de violence. Le corps est retrouvé précisément le mardi 10 février 2026, dans ce coin boisé qui est situé le long de la route BR 262, non loin de Roy-Touba. Les premiers rapports mentionnent que Vanessa est sans vêtements, le visage et le cou présentent des traces de strangulation, le corps montre des indices de violence sexuelle. Les enquêteurs précisent aussi que le meurtrier a tenté de dissimuler le corps en l'enfermant dans une manille de drainage et en le recouvrant de végétation. Le détail macabre ne s'arrête pas là. Près du corps, la police retrouve un câble de chargeur d'ordinateur portable qui aurait servi à étrangler la jeune femme. Le notebook de Vanessa et d'autres objets personnels sont également récupérés à proximité de son corps. Italo Jefferson da Silva, j'ai commencé à vous en parler, mais ce nom est tristement connu des archives judiciaires brésiliennes. L'homme a été condamné pour 4 vols, 3 viols, pour attentat violent à la pudeur, pour vol simple et résistance à la police, totalisant près de 39 ans de peine de prison. Il a purgé plus de 20 ans de prison et en décembre 2025, il a bénéficié d'un habeas corpus qui a requalifié un trafic de drogue en simple possession, ce qui lui a permis de passer en régime semi-ouvert. Cette décision polémique a entraîné sa libération anticipée. Il devait se présenter régulièrement au système carcéral pour dormir, mais il n'a pas respecté ses conditions. Le jour du meurtre, Italo retourne chez sa mère, couvert de boue, de griffures, de taches de sang. Selon son propre témoignage, il a demandé de l'argent pour partir vivre dans la rue. Sa mère rapportera qu'il a prétendu avoir fumé du crack et s'être battu avec une femme, mais l'enquête montre rapidement que ces traces proviennent de l'agression contre Vanessa. Les enquêteurs diffusent son signalement et un mandat d'arrêt est délivré. Italo prend la fuite, il prend le train, il tente de se cacher. Il prend le train direction l'ouest du Minas Gerais. Mais 2 jours après la découverte du corps, la police militaire localise Italo. Il est arrêté sans résistance et conduit au commissariat. En garde à vue, il reconnaît les faits assez rapidement. Il explique qu'il a suivi la jeune femme, qu'il l'a attirée dans une zone de végétation, qu'il l'a étranglée avec le câble de son ordinateur portable. Il prétend ne pas avoir planifié le crime. Il nie toute violence sexuelle, mais les preuves médico-légales et les indices contredisent ses déclarations. Ce crime horrible déclenche un débat national sur la libération de cet homme, sur la libération d'Italo. La juge qui avait accordé le habeas corpus est critiquée par beaucoup de ses collègues, par les médias, par l'opinion publique, pour avoir mis en liberté un homme présentant un lourd casier judiciaire. Dans les jours qui suivent, plusieurs juristes et députés réclament une révision des critères d'attribution des semi-libertés. Le meurtre de Vanessa choque profondément les habitants de Roy-Touba et de sa ville natale. Dès le 10 février, des centaines de personnes se rassemblent pour réclamer justice. Des messages de soutien et des couronnes de fleurs affluent au cimetière Parque da Serra, où la famille organise la veillée funèbre. Le lendemain, un cortège d'amis, d'étudiants et d'enseignants accompagne la dépouille de Vanessa jusqu'à l'endroit où elle sera enterrée. Cette colère qui est montée au fur et à mesure se transforme en action citoyenne. Il y a des mouvements féministes, il y a des associations locales qui organisent des manifestations pacifiques. La société civile réclame des changements structurels face à l'impunité, s'indigne qu'un condamné pour viol ait pu être libéré. En parallèle, le frère de Vanessa, Mateus Castro, écrit une lettre dans laquelle il appelle à faire de Vanessa un symbole de changement et supplie qu'un tel crime ne se reproduise plus. Mi-février 2026, Italo Jefferson est placé en détention provisoire. Une enquête pénale approfondie est menée.
Les autorités recueillent des témoins, analysent les traces ADN et les empreintes et obtiennent la confession partielle du suspect. La mère de Vanessa, Irachi, accueille cette dénonciation comme une étape essentielle vers la justice. Dans une interview qu'elle donne le 17 avril 2026 à Radio Santa Cruz FM, elle explique qu'elle garde espoir dans les institutions et que la famille souhaite que la justice des hommes se combine à la justice divine. Elle souligne que le processus judiciaire ravive la douleur, mais qu'il est indispensable pour que des crimes similaires ne restent pas impunis. À la date d'aujourd'hui, le dossier est en cours d'analyse par le tribunal. Si la dénonciation est acceptée, Italo Jefferson da Silva sera jugé devant un jury populaire. Il risque une peine de réclusion pouvant dépasser 40 ans, compte tenu de la gravité des faits, de la qualification de féminicide et de la récidive. Il demeure aujourd'hui incarcéré. Dans la ville natale de Vanessa, les habitants ont refusé que son nom soit oublié. En mars 2026, il y a une loi, la loi Vanessa Lara, qui a été promulguée, qui institue un programme municipal de défense personnelle pour les femmes. Cette loi vise à promouvoir des actions éducatives et des formations à l'autoprotection. Elle sert aussi à prévenir la violence et à renforcer l'autonomie des femmes. Elle prévoit des cours, des ateliers, des simulations pour apprendre des techniques de défense. Lorsque l'on retrace la vie de Vanessa Lara de Oliveira Silva, on se rend compte qu'elle incarne des milliers de jeunes femmes brésiliennes déterminées à étudier et à travailler pour améliorer la vie de leur famille. Son destin tragique met en lumière les failles d'un système judiciaire qui laisse des récidivistes dangereux circuler librement et rappelle l'importance de la mobilisation rapide. C'est la fin de ces deux histoires. Merci beaucoup de les avoir suivies jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. À me partager aussi peut-être des histoires que vous aimeriez voir ces prochaines semaines sur ma chaîne. Je suis en train de préparer et de programmer pas mal de vidéos pour cet été. Donc c'est peut-être l'occasion de parler ou de reparler de certaines affaires. Dites-le moi encore une fois en commentaire. On se retrouve aussi sur les différents réseaux sociaux. Venez me rejoindre sur Insta. Je suis assez présent et je sais que vous êtes nombreux à me suivre et des fois à m'envoyer des messages. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi ici si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.